Bonjour à tous, quatrième vidéo de questions-réponses sur les métiers de la bande dessinée, sur ma vision des choses en tant qu'autrice de bande dessinée. Quatrième vidéo, je pense, j'espère que ce sera la dernière. J'espère, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est que le dessin arrive à la fin et je pense que voilà, je pense que j'aurai terminé à la fin de la vidéo. Et comme ça fait une boucle bouclée, c'est pas mal. Alors, du coup, je reprends. Donc, pourquoi et comment faire des festivals de bande dessinée? Les festivals de bande dessinée, pour restituer le contexte, c'est des endroits où vous allez pouvoir, en tant que visiteur, rencontrer des auteurs pour vous faire dédicacer des albums et pour échanger avec eux. Selon les festivals, vous n'allez avoir quasiment que des séances de dédicaces où vous aurez plein d'expos, ou alors vous aurez aussi des diffusions de films ou de dessins animés, vous aurez des conférences, des tables rondes pour parler d'un album qui vient de sortir ou de la vision d'un auteur de son métier ou plein de thèmes selon. Donc voilà, selon les festivals, vous ne trouverez pas la même chose, à vous de vous renseigner. Il y en a plein, plein, plein en France, en Belgique aussi, mais je vais me concentrer sur la France. On en a vraiment énormément. Je pense que techniquement, vous pourriez en faire un, voire plusieurs par semaine, chaque semaine, tellement il y en a. Des tout petits, des très gros. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, enfin, le plus gros festival, le plus connu, etc., c'est Angoulême. Je crois que le deuxième plus gros festival, c'est le festival de Saint-Malo en Bretagne, Quai des Bulles, c'est le nom du festival de Saint-Malo. Voilà, du coup, vous, en tant que visiteur, ben, j'imagine que vous trouvez votre compte si vous faites des festivals ou si vous comptez en faire, donc pour rencontrer des gens dont vous aimez le travail, ou pour aller acheter des albums, découvrir des nouveautés, rencontrer des auteurs, etc. En tant qu'auteur, c'est quoi l'intérêt de faire des festivals? Alors, pour restituer le contexte, moi j'ai commencé à faire mes premiers festivals. Le tout premier, ça devait être en 2007, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'en faisais entre 10 et 15 par an. Donc j'étais sortie au moins une fois par mois en festival, parfois assez loin, parfois plus près de chez moi, ça dépendait vraiment. Et voilà, c'était un peu ma vie, c'était préparer les festivals, partir, etc. J'ai complètement arrêté à une époque parce que j'avais pas d'actualité et je me prêtais à déménager en Guyane. Donc, enfin, la vie a fait que j'ai complètement arrêté. Puis j'étais plus spécialement invitée non plus. De fois, on ne sait pas pourquoi. Hein, c'est des hasards de rencontres, de plein de choses, de moments, etc. Et j'ai repris un petit peu doucement, peu de temps avant le Covid. Et puis du coup, j'ai complètement arrêté comme tout le monde. On n'a pas fait grand-chose pendant cette période de 2020 à 2000, ouais, 2022, on n'a pas eu grande occasion de sortir. Voilà, et du coup, à l'heure actuelle, j'en fais pas beaucoup. Ça m'arrive d'en faire, mais je suis pas énormément invitée, j'avoue, pour être tout à fait franche, que je ne cours pas après. Alors, quel intérêt je voyais à faire des festivals avant? Pourquoi j'en fais moins maintenant? Alors, avant, bah déjà c'était un petit peu tout nouveau, tout beau, donc je découvrais et puis je rencontrais plein d'auteurs, plein de collègues, etc. Il y a ce côté quand vous êtes auteur où d'un coup les distances vont s'annihiler, vous vous retrouvez à pouvoir parler autour d'un repas avec des auteurs que potentiellement vous admirez depuis longtemps, vous allez pouvoir parler tranquillement avec eux, leur demander un avis sur votre travail, etc. Donc, en termes de rencontres, ça peut être vraiment très très stimulant, très agréable, etc. Bien sûr, vous allez rencontrer le public. Alors, bah, on trouve des gens très... c'est pas très sympa ce que je dis, mais c'est vrai. On trouve à boire et à manger, on trouve des gens super sympas qui... Ça va faire de belles rencontres et vous resterez potentiellement en... Je trouve plus mes mots, en contact avec ces personnes sur le long terme. Et puis il y a des gens, bah, ils viennent vraiment, bon, je vous en bien comprendre que vous êtes là juste pour signer leur bouquin, qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas l'intention de lire et qu'ils veulent revendre sur eBay après. Donc c'est pas la majorité, bien heureusement, mais ça arrive, je vais pas mentir. Je vais pas faire comme si tout était hyper négatif et jouer les vieilles aigris, mais je vais pas non plus faire comme si tout était trop cool en mode Instagram power et allez, la vie elle est trop belle, moi il m'arrive que des trucs chouettes. Non, c'est pas trop mon délire de faire ça. Je vois pas trop l'intérêt personnellement. Du coup, voilà, donc festival, ça va servir à ça. Parmi les organisateurs, on trouve des personnes fantastiques. Parfois, ce sont des librairies qui organisent, parfois, ce sont des bénévoles qui, sur leur temps libre, montent un festival. Parfois, ce sont des associations de bande dessinée. Ça peut être des festivals de livres aussi. Hein, je n'ai pas précisé, j'ai parlé que de festivals de bande dessinée, mais voilà.
Donc bah voilà, ça va servir à tout ça, ça peut être des beaux moments. Si vous vendez des originaux, ça peut être l'occasion de les vendre. Je vérifie mes feutres parce que celui que j'ai, sa mine, elle commence déjà à s'écraser, donc c'est beaucoup trop gras par rapport à ce que je veux avoir. Donc voilà, si vous avez des originaux, ça peut être l'occasion pour les proposer à la vente. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer des collègues si vous avez besoin de, par exemple, vous êtes scénariste et vous cherchez un dessinateur ou l'inverse, ou vous cherchez des personnes avec qui collaborer, etc. Ça va vraiment faire un lieu de rencontre propice parce que sinon oui bien sûr, on va avoir tendance pardon, à être assez isolé, seul chez soi et ça peut rapidement être pesant. Donc voilà. Après, tout le monde ne le vit pas pareil. Il y a des gens qui vont faire très peu de festivals, ça les ennuie, c'est pas leur truc, ils sont pas très sociaux, ils aiment bien rester chez eux. Il y a des gens qui vont être toutes les semaines en festival. Il y a des personnes qui seront de temps en temps et ça dépend des périodes, etc. etc. Alors pourquoi j'en faisais beaucoup à une époque et moins maintenant j'en faisais beaucoup parce que je débutais dans le métier et puis je sais pas, je trouvais ça super, super agréable et galvanisant, etc. Et puis le fait d'arrêter, je pense qu'en fait j'ai eu une espèce de... Comment dire, je sais pas, j'allais parler d'un passage à vide, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas j'ai eu un changement de vie assez prononcé, on va dire, quand je suis partie vivre en Guyane. Et j'ai eu cette sensation, peut-être fausse, je sais pas trop, que en tant qu'auteur, il y avait parfois un truc un peu d'ego qui pouvait se créer, c'est-à-dire bah, vous êtes quand même derrière une table et il y a des gens qui font la queue pour venir vous rencontrer et ça va super vite quand même de commencer à avoir les chevilles qui enflent et de se dire ouais mais moi de toute façon voilà, enfin, d'avoir une certaine prétention qui se crée et ça je pense que je l'avais pas forcément vu venir à la base ou que je m'en rendais pas compte et le fait de partir en Guyane et d'avoir un nouveau rapport au dessin beaucoup plus naturel en fait, où je me suis retrouvée à aller dessiner beaucoup de gens dans la rue, donc quand j'étais en Guyane, au Suriname et au Brésil, j'allais rencontrer des gens, je faisais leur portrait et je leur offrais ce portrait. J'avais rencontré Edmond Baudouin juste avant de partir et c'est plus ou moins lui qui m'avait conseillé de faire ça parce que c'est quelque chose qu'il fait. Il m'a dit bah, essaye, ça permet de rencontrer les gens de façon différente. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a permis des rencontres assez étonnantes, assez folles, mais aussi des rapports au dessin beaucoup plus naturels, où je me suis retrouvée à dessiner avec des gens ou avec leurs enfants. Et parfois, les gens, je leur donnais un dessin, je mettais de l'aquarelle dessus. Enfin, j'avais cette espèce de petite fierté, mais au-delà de la fierté, c'est cette habitude, en tout cas, ce que dès que je faisais un dessin, c'était waouh, machin, je vais l'encadrer. Et là, c'était ah, merci, c'est plié en quatre et je le mets dans ma poche. Et je pense que ça a été une façon de revenir à quelque chose de plus sain dans ma vision de tout ça et de me rappeler que bon ben c'est bien de dessiner, ça peut faire du bien à plein de gens, mais je suis pas non plus en train d'inventer un vaccin contre le cancer quoi. Donc ça va, faut aussi savoir revenir à des choses plus basiques. Après en Guyane, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été confrontée à des situations assez particulière. À un moment, j'avais logé chez une famille qui habitait dans ce qu'on appelle un quartier spontané en Guyane. C'est une façon détournée et polie de dire que c'est un bidonville. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a plus rien à voir avec le thème, mais voilà, j'ai été confrontée à des choses où je me suis dit, mais moi qui étais très enfermée chez moi dans mon atelier et qui ne voyais pas grand-chose du monde, de la vie, etc., à part par le biais des écrans ou de revendications politiques dans mon entourage, etc. Là, être vraiment confronté à la vraie vie, en fait, comme ça, je pense que ça a à la fois cassé quelque chose et créé autre chose. Et du coup, ça m'a fait prendre de la distance par rapport à ça et une envie plus forte de passer mon temps libre, en fait, à voir mes proches ou alors à aller faire des choses qui me semblaient plus importantes que d'aller en festival, donc aider du monde. Enfin, je dis pas que je suis hyper investie dans plein de trucs, mais moi, ça a été important pour moi de me recentrer et d'occuper mon temps libre autrement. De décrocher un peu plus aussi par rapport à mon métier, parce que je m'y consacrais énormément. En fait, à part mon boulot, j'avais pas grand chose dans la vie. Donc ça, c'est venu un peu rebattre beaucoup de cartes. Euh, du coup, je sais plus quoi dire. Du coup, oui, dans ce contexte, les festivals à petite dose. Et puis en fait,
Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que je pense que c'est de plus en plus présent. Je suis très 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 vite fatiguée au contact de gens. Euh, Dès que je dois parler un petit peu longtemps et tout, ça, je suis vraiment épuisée. Donc j'ai une espèce d'hyper attention constante qui me fatigue beaucoup. J'ai de plus en plus de fatigue vis-à-vis de la lumière et du bruit. Donc en fait, ça devient juste concrètement parlant et physiquement parlant, ça devient hyper compliqué pour moi de sortir, de voir du monde et d'être dans une salle avec plein de bruit plus d'une demi-journée. Et après, je ressors de là, je mets 6 jours à m'en remettre. C'est pas une blague ni une façon de parler quand je dis ça. J'avais essayé d'expliquer ça à des gens sur un festival il y a 2 ans et ils avaient rigolé ou alors ils avaient pensé un peu que c'était de la paresse ou je sais pas et c'était assez embêtant pour moi parce que c'est super handicapant et c'est un truc qui me... J'irais peut-être pas jusqu'à dire que ça me gâche la vie mais en tout cas ça m'oblige à beaucoup composer et ça rend plein de choses très compliquées. Voilà, du coup c'est aussi pour ça que les festivals je limite énormément et je cours pas après. Parce qu'après, même si sur le moment c'est agréable, tout est compliqué. Voilà, désolée. Ah, c'est joyeux décidément ce que je raconte à chaque fois. Donc voilà, ça c'était par rapport à ma vie. Donc après, comment ça se passe un festival? Alors, techniquement, je parle que de la France, hein. Je vais pas parler de la Belgique ou de la Suisse. La Suisse, je sais pas du tout comment ça se passe. La Belgique, c'est pas pareil, mais du coup, je vais rester concentrée sur la France métropolitaine. Donc techniquement, vous êtes défrayé pour aller en festival. On va vous payer vos frais de déplacement et sur place, vous êtes logé et nourri. Donc selon les festivals, on va mettre les petits plats dans les grands et vous allez être extrêmement bien accueillis, etc. Parfois, c'est pour des questions de budget. Hein, souvent, vous allez être nourri au sandwich pendant 3 jours. Voilà. Après, personne ne vous oblige à faire des festivals ou quoi que ce soit. Et normalement, dans ces moments-là, le festival commence généralement vers 10 h, peut-être avant, ça dépend, s'arrête vers midi ou vous laisse manger vers midi. Il y a parfois des roulements entre les auteurs pour que ça tourne tout le temps. Vous avez une pause d'1 heure ou deux pour manger. Certains festivals vous disent vous prenez des pauses comme vous voulez, vous pouvez revenir quand ça vous arrange. D'autres vous demandent vraiment de revenir rapidement, etc. Et là, techniquement, le festival se termine vers 18 h. Et soit vous restez le soir, vous êtes nourri, logé et vous revenez le lendemain pour la même journée et vous repartez le dimanche soir ou le lundi matin selon les trains, selon la proximité de votre logement, etc. Pardon, soit c'est que sur une journée, ça dépend. Parfois les festivals vont vous proposer de faire un atelier d'initiation à la bande dessinée ou un atelier de dessin, là ça va être rémunéré. Donc traditionnellement jusque-là pour les dessinateurs de bande dessinée, les festivals de BD n'étaient pas rémunérés. La rémunération ça concernait, si je ne dis pas de bêtises une fois de plus, les illustrateurs, mais les dessinateurs de BD étaient rémunérés vraiment sur, on va dire gentiment, un festival sur 100 quoi. Et récemment, je sais pas exactement où ça en est, je pense que c'est devenu plus ou moins obligatoire de rémunérer les auteurs. J'avais eu une discussion avec un organisateur de festival à ce propos qui lui était plutôt contre. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait plus ça va, plus je le rejoins. Alors en fait du coup cette personne avait dit le problème c'est que plein de festivals qui sont chouettes, où il y a plein de gens de bonne volonté, etc. vont s'arrêter parce qu'on n'est pas soutenu financièrement par les collectivités locales ou alors on n'a pas d'argent et c'est que du bénévolat et déjà que ça coûte une certaine somme de faire venir les auteurs, excusez-moi, les loger, les nourrir, d'où est-ce qu'on sort l'argent pour les rémunérer? Donc première chose, plein de festivals qui vont s'arrêter. Et ensuite, on va devoir faire un choix sur les dessinateurs. On va plus inviter des dessinateurs déjà très connus, en se disant ça va amener du monde et du coup on va faire payer l'entrée qui était potentiellement gratuite, là elle sera payante voire plus chère. Pardon. Et du coup les jeunes auteurs vont se faire de moins en moins inviter. Donc il avait ces arguments-là. Et son dernier argument que je rejoins, c'est quand on invite quelqu'un bénévolement à venir dédicacer, en général, on va le laisser quand même un peu libre et on va faire en sorte qu'il passe un bon moment. Ça dépend des festivals, moi je me suis sentie déjà exploitée sur certains festivals tout en étant bénévole, mais la plupart du temps il y avait quand même une ambiance bon enfant. La crainte de cet organisateur de festival, c'était de dire, si vous êtes rémunéré, les organisateurs de festival vont se comporter avec vous comme si vous étiez leurs employés. Et du coup vont exiger des choses de vous et l'ambiance va changer et ça va plus faire pareil et ça va être beaucoup moins agréable pour tout le monde.
Et bien ça, je l'ai vérifié. Donc je rentrerai pas dans les détails, je donnerai pas de nom, mais c'est vrai que je pense à un festival où j'avais un week-end complètement abominable parce que pour des raisons personnelles, c'était vraiment un moment très 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 compliqué, mais vraiment quoi, si ça ne tenait qu'à moi, je crois que je serais allée rentrer chez moi et me bourrer d'anxiolytiques parce que vraiment c'était un moment vraiment très compliqué. J'avais des trucs personnels très intenses à gérer, très très compliqués. Et donc sur ce festival, à un moment, bah, j'étais tellement pas bien que je me suis planquée pour aller pleurer, parce que ça arrive, on est humain. Et j'avais fini 1 heure en retard le midi, j'étais allée prendre ma pause, on avait mis 1000 ans à être servi et ça j'en étais tributaire. Je reviens, je vois qu'il n'y a personne sur mon stand et j'étais pas bien du tout. Donc voilà, et le fait que psychologiquement ça n'allait pas du tout, j'avais commencé à contracter une migraine, mais un truc vraiment terrible. Et en fait, on est venu vraiment littéralement me chercher, on m'a passé des coups de fil en me demandant où j'étais, on a appelé des gens qui étaient avec moi à ce moment-là pour exiger que je me dépêche de revenir. Et quand je suis arrivée finalement sur le stand, il y avait une personne. C'est pas dire qu'il y avait je sais pas comment dire. Je suis consciente que cette personne a dû attendre et que c'est pas grave pour elle, mais c'est pas dire qu'il y avait une queue de 500 personnes en fait. Et, euh, et en fait, ben, moi je suis arrivée les yeux rouges, la respiration haletante et je pense que tout dans mon corps, dans mon attitude criait que j'avais juste envie de mourir à ce moment-là. Et ben voilà, en fait, j'en ai gardé un souvenir vraiment très 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 compliqué parce que ben voilà, en fait, c'est que je préfère largement ne pas être rémunéré et qu'on me foute un petit peu la paix et que du coup, s'il se passe un truc, le fait que j'arrive 1 heure en retard parce que le service à la cantine ou au restaurant est très compliqué et parce que là, présentement, tout de suite, j'ai un gros problème, je préfère ça parce que 1 heure de retard, quand j'avais fini 1 heure en retard, ça va quoi, c'est pas non plus la fin du monde. Bah moi je préfère ne pas être rémunérée et avoir encore une certaine marge de liberté, surtout que je suis pas du genre fainéante en dédicace, j'essaye d'aller vite, souvent j'imprime des trucs à mes propres frais, donc des petites cartes postales ou quoi que ce soit pour distribuer au public. Je ne fume pas, donc je prends pas toutes les 5 minutes une pause cigarette comme le font certains. Je bois pas d'alcool en festival ou rarement ou alors juste le soir. Enfin voilà quoi, je suis pas la personne la plus profiteuse du monde et du coup je l'avais vraiment extrêmement mal vécu d'être reçue vraiment comme si j'abusais complètement. Enfin, ça avait été. De toute façon, ce week-end était horrible, mais ça, c'était indépendamment de la volonté du festival. Mais du coup, ça, on avait vraiment rajouté une couche et je crois que ça m'a un petit peu vaccinée en fait à l'idée d'en faire. Il y a aussi le fait que de toute façon, quand on est là pour représenter un album, bah, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, généralement on ne touche rien sur cet album. Euh, Enfin, il y a plusieurs trucs qui font que parfois, voilà, pour des raisons diverses et variées, voilà, c'est pas le truc le plus stimulant du monde à faire. Et moi, j'aime bien avoir des échanges avec les gens concrets. Et souvent, en dédicace, ça arrive, des gens, ils arrivent, ils vous posent le livre devant la table. Et soit ils disent pas un mot, soit ils parlent avec des gens derrière eux, soit carrément ils se barrent et ils disent bon ben je reviens dans 1 heure, hein, vous me le laissez de côté. Et du coup, vous vous retrouvez vraiment à faire un travail à la chaîne, à dédicacer entre guillemets un peu bêtement. Donc pour toutes ces raisons, moi les dédicaces, bon j'en ai un petit peu soupé quoi. Mais une fois de plus, c'est mon cas personnel. Euh, Enfin voilà, je veux dire, je raconte des expériences personnelles, je raconte pourquoi je l'ai bien vécu ou mal vécu. Je dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai raison, que voilà, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi ou de trouver que ce que je dis c'est un peu gonflé ou quoi que ce soit. Là, je vous parle aussi de la façon dont j'ai ressenti les choses avec une sensibilité, un état d'esprit propre au moment aussi. Et dans un contexte où moi, des festivals, j'en ai fait des dizaines par an pendant plusieurs années. Donc aussi, il y a des moments où... Voilà, bref. Euh, Alors, comment faire des festivals pour ceux que ça intéresse? Si vous n'avez jamais publié, que vous avez un fanzine par exemple, n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées, à aller demander au festival si vous pouvez avoir un stand. Les stands seront parfois payants, parfois ils seront gratuits, parfois même on vous logera, on vous défraiera, etc. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Après, c'est un peu du réseautage, il faut aller à la rencontre des gens, etc. Et se présenter et mettre un peu sa timidité de côté.
Si vous avez déjà publié un bouquin, normalement c'est à votre éditeur de faire la démarche, d'aller contacter les festivals, etc. pour vous envoyer dédicacé. Vous pouvez aussi dire franchement, bah, j'aimerais aller dans tel coin, si c'est possible, est-ce que vous pouvez m'y envoyer, j'aimerais faire tel festival, etc. L'éditeur ne va peut-être pas donner suite à votre demande, mais enfin voilà, faut pas hésiter à demander. Ensuite, j'avais noté, peut-être qu'il y a certaines questions qui vont être un peu faire écho à d'autres réponses avant, comme j'ai pas toujours suivi mon planning de questions-réponses, donc je m'excuse par avance pour ça. Est-ce que les personnalités des dessinateurs de bande dessinée ou d'auteurs sont dits à l'ouest, candide, ami des papillons, tout le vocabulaire que vous voudrez pour dire qu'il y a cette personnalité un peu gentillette, un peu à l'ouest et voilà, qui comprend pas trop ce qui se passe. Non, en fait c'est vraiment une légende, ça va dépendre vraiment des personnes, mais je me répète un petit peu, mais on est dans un travail de freelance, donc finalement il va quand même souvent y avoir une personnalité qui se veut un petit peu entre guillemets businessman, même si on ne vous la montre pas en festival. Certaines personnes en festival vont être très avenantes et vont avoir l'air très décontractées. Si vous les voyez dans leur atelier avec leurs collègues au quotidien ou alors s'ils travaillent seuls, ça va pas du tout être la même chose. Ce sont des gens hyper stressés ou qui passent leur temps à travailler, qui ont des horaires pas possibles et tout le monde n'est pas comme ça, mais ça arrive en fait. Pensez bien qu'en festival, je dis pas qu'on joue un rôle, mais on est quand même un peu en représentation. Donc par autoprotection et aussi pour être aimable, en fait, parfois on va un petit peu se mettre dans un état d'esprit, une façon de parler, et un peu parfois un personnage aussi, pour donner le change. Ça va dépendre des gens, une fois de plus, mais quand même, je pense que. Mais tout le monde a ce truc-là, hein, même dans d'autres professions, je pense que tout le monde a plus ou moins ce truc d'être un peu différent, ou carrément différent selon les gens, en public, en privé. Je pense que c'est complètement humain, quoi. Euh, du coup, pour le côté candide à l'ouest et tout, moi je vois quand même beaucoup de gens dans cette profession qui sont assez aigris parce que ils gagnent pas bien leur vie, parce que c'est compliqué, parce que parfois les conditions de travail ne sont pas bonnes, parce que le boulot peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, moi j'ai tendance à dire, mais je sais que c'est un peu facile hein, de dire ça, mais si on n'aime pas son métier, surtout quand c'est aussi mal payé ou quand on n'arrive plus à trouver de contrat et que du coup ça devient une espèce de truc bénévole où on rame pour réussir à s'en sortir et qu'en plus on n'y trouve plus de sens, moi j'ai tendance à dire qu'il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir à changer de voie en fait. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde de dire ça et parfois par principe, par ego, par challenge personnel ou quoi que ce soit, on veut s'acharner pour se prouver quelque chose. Mais voilà, donc il y a parfois des personnalités assez dépressives ou assez en colère dans ce milieu. Le côté candide, ça arrive, mais c'est vraiment pas la majorité de ce que je peux voir en général. Euh, non, vraiment. Et souvent aussi, j'ai le truc, quand on fait des bandes dessinées pour enfants, spécialement, les gens vont vous imaginer comme ah, c'est un grand enfant, hein. Ça c'est insupportable en fait d'entendre ça parce que, enfin, je sais pas, en fait, je trouve ça un peu idiot. C'est comme si on disait à des enseignants d'école primaire ou quoi que ce soit, ou à des gens qui travaillent dans une crèche, euh, ah, vous n'avez pas su grandir. Et en fait, c'est complètement débile. Enfin, pour s'occuper d'un enfant, faut justement a priori, hein, enfin ça me semble cohérent, avoir une certaine maturité, avoir du recul pour savoir, pour composer avec ça en fait. Donc je sais pas, je trouve que c'est un raccourci un petit peu absurde. Donc le côté grand enfant, ben, ça vexe la plupart des gens plus qu'autre chose. Bon. Surtout, je pense que c'est quelque chose qu'on nous a tellement répété. Comme par contre, ça c'est vrai, il y a beaucoup de personnalités de dessinateurs qui ont un côté, comment dire, un peu décalé. Mais pas forcément un décalage foufou ou quoi que ce soit, c'est juste peut-être une timidité, peut-être quelque chose de différent, peut-être certains traits, je prends d'énormes guillemets pour dire ça, certains traits un petit peu autistiques. Pour certains, ce côté à beaucoup aimer passer du temps seul, à observer les choses, à les dessiner, à être bien, à faire ses trucs dans son coin. Euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de dessinateurs ont avant même qu'ils soient dessinateurs, c'est quelque chose qu'on leur a dit toute leur vie de ah t'es décalé, ah, t'es complètement à l'ouest, etc. Et du coup, ben quand c'est une étiquette qu'on vous impose, c'est pas très agréable en fait. Enfin là je parle
comment dire, je parle d'expérience. Donc quand en plus, même à l'âge adulte, et même quand vous avez l'impression de gérer comme un businessman votre truc, vous faites plein de paperasse, vous passez votre temps à faire des candidatures spontanées et ouais, à jouer un peu au working girl ou au working man, bah quand tout ce qu'on trouve à vous dire c'est ah, vous êtes un grand enfant, ça peut être très vite très vexant en fait, parce que ça donne cette impression que on n'arrivera jamais à s'extirper de cette case, c'est le cas de le dire, dans laquelle on nous met et ça peut être assez pesant. Euh, voilà, je pense que j'ai répondu à la question globalement. J'avais noté avoir un pseudo ou travailler sous son vrai nom. Alors ça, grande question. Moi j'ai pris un pseudonyme, donc Alex Imé, c'est pas mon vrai nom, hein. Moi je m'appelle Alexandra. Euh, Mon nom de famille n'a rien à voir. Et Alex Imé, comment dire, je l'ai créé avec un trait d'union, qui est souvent oublié. Mais du coup, c'est marrant, c'est que de plus en plus des gens m'appellent Madame Imé, ils pensent que c'est mon nom de famille. D'autres pensent que Imé, c'est mon prénom. Non, pas du tout. Alors, je vais quand même raconter ma petite anecdote personnelle. J'étais au festival de bande dessinée d'Amiens avec des camarades de fac parce que nous avions créé un fanzine. Euh, Et en fait, le festival nous avait proposé de nous donner un stand, donc ça c'était génial, c'était vraiment une très belle expérience. Et nous avions tenu notre fanzine du coup pendant ce festival, donc je crois que c'était en 2006 à peu près, peut-être 2007, je sais pas trop. C'était vraiment un an avant de commencer à me professionnaliser. Et quoi que je crois, non, j'avais déjà fait des travaux professionnels pardon, à cette époque-là, mais c'était vraiment les tout débuts. Et du coup, c'était une année sur le thème du manga. Et entre autres, il y avait l'auteur, le mangaka Hiroshi Hirata qui était là. Et donc j'avais dans mes amis de fanzine, Danonino, Damien, si tu te reconnais, je parle de toi. Danonino qui était vraiment quelqu'un de super talentueux, super impressionnant, super gentil. Enfin, c'est vraiment une personne assez géniale. Et Danonino avait ce talent incroyable que nous lui envions tous à l'époque et que nous lui envions sans doute encore aujourd'hui. Danonino parlait japonais. C'est quand même la super classe. Et c'était une période où le manga, c'était vraiment le Japon en général, c'était la mode ultime. Donc voilà, c'était la classe totale. Et donc cet ami avait eu l'extrême gentillesse d'aller emmener un poster qu'on m'avait offert, réalisé par Hiroshi Hirata, pour lui demander d'aller me le signer. Il arrive là-bas, il dit bah, c'est pour mon ami qui s'appelle Alex. Et Hiroshi Hirata commence à écrire ça avec des caractères masculins. Moi je n'y comprends rien, je répète ce que m'a dit cet ami, hein. Et donc cet ami qui parle japonais dit mais non, 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 attendez, c'est une fille, du coup ça va pas les caractères que vous avez mis. Hiroshi Hirata dit oh, ok. Et du coup derrière le Alex, il a rajouté Hime, donc comme Mononoke Hime, avec un H, qui signifie princesse. Donc du coup en fait c'est resté, ça vient de là. Ça fait super prétentieux dit comme ça, mais moi c'est mon anecdote de fierté ultime dans le monde. Et voilà, et du coup Feu Hiroshi Hirata m'a donné mon pseudonyme. Et moi je pense que je suis fière de tout ça. Voilà. Euh, Pourquoi je disais ça? Pseudonyme ou vrai nom? J'en avais parlé avec une amie dessinatrice, Léa Mazet. Je cite énormément de monde dans ces vidéos. J'espère que ça fera plaisir aux gens et que ça ne va pas au contraire les agacer. Donc en fait, Léa, elle officie sous son vrai nom. Et on en avait discuté une fois, elle me disait est-ce que tu vois des avantages à avoir un pseudo? En fait, ben, moi je suis plus à l'aise comme ça parce que déjà j'ai choisi volontairement un pseudonyme androgyne parce que j'avais pas envie qu'on m'assimile à un genre. Et androgyne, du coup, c'est paradoxal puisque Aimée c'est princesse, mais j'ai changé l'orthographe. Et enfin voilà, en France en tout cas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et du coup, je voulais pas être assimilée à un genre. L'idée ne me plaisait pas trop. Et il y avait aussi des petites batailles intestines familiales pour savoir si j'allais signer avec le nom de mon père ou le nom de ma mère. Du coup, comme ça, la question était réglée, ça c'était génial. Et puis, bah, en fait, tout simplement, c'est bête à dire, mais bah, parfois avoir son vrai nom, je pense que
comment dire, psychologiquement parlant, on a moins de recul. Et le fait d'avoir un pseudo, ça va potentiellement vous aider à bien distinguer les deux. Je sais que moi, à une époque, quand je faisais des ateliers, j'étais vraiment très intimidée d'être devant une classe. D'arriver dans la classe en tant que Aleximé et pas en tant que Alexandra, c'est un peu comme si j'acceptais que j'avais le droit de jouer un personnage comme si j'étais au théâtre. Et du coup, tout était beaucoup plus simple. Et encore maintenant, moi, ça me rassure en fait, du coup, de recevoir mes courriers ou quoi que ce soit à mon faux nom. Je sais pas, pour plein de raisons, moi je préfère que ce soit comme ça et je m'y retrouve plus. Et alors certains auteurs que je connais regrettent leur pseudo parce qu'avec le recul, ils trouvent que ça sonne pas terrible, parce qu'ils l'ont choisi quand ils étaient jeunes et ça évoque plus grand chose. Il y a d'autres gens qui prennent un pseudo plus tard. Il y a des gens qui ont déjà un pseudo qui en change, donc ça va vraiment dépendre des gens. Mais voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir un pseudonyme. Être une femme autrice, j'avais noté, mais ça j'ai déjà abordé dans la vidéo précédente. Travail de fainéant ou de stakhanoviste, la légende. Légende, pourquoi j'ai marqué ça? Excusez-moi. Burnout, personnes qui mythos sur leur travail et investissement minimisent leur temps d'implication. Ok. Alors, travail de fainéant stakhanoviste. J'ai noté ça parce que c'est vraiment, on a les extrêmes, c'est soit les gens ont une image des artistes en général, je pense, de branleurs professionnels, excusez mon vocabulaire, mais voilà, bah t'es un artiste, t'es pauvre et tu fous rien, ou au contraire, ils vont avoir l'image de gens qui s'acharnent dans le travail. Alors, bah moi j'ai envie de dire, comme à peu près pour tout dans cette vidéo, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des périodes, ça dépend des personnalités de chacun, euh, ça dépend de ce qu'on dessine, de ce sur quoi on travaille. Voilà. Donc, et parfois, bah, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Donc, pour ma part, je connais beaucoup d'auteurs qui sont complètement stakhanovistes, qui travaillent énormément, mais vraiment énormément, sur leur temps libre, ils se documentent, ils dessinent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Quand ils sont en journée de travail, ils prennent quasiment pas de pause pour manger, ils bossent le soir, ils travaillent jusqu'à des heures pas possibles, etc. etc. Voilà. Franchement, des auteurs vraiment feignants qui font rien, je suis pas sûre d'en connaître. Après, des gens qui ont un rythme de vie plus tranquille, on va dire, ça existe aussi. Et bah, c'est mon cas maintenant parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'ai fait un gros burn-out super trash en 2019. Et de toute façon, avant de partir en Guyane, donc je suis partie en Guyane en 2016, avant ça, toute ma vie ne tournait pour ainsi dire que autour de mon travail. Toutes mes réflexions, tout ce que je faisais, tout tournait autour de ça. Même quand je faisais une sortie ou quoi, il fallait forcément que je justifie ça pour moi-même en disant bah oui, c'est pour faire de la documentation, pour machin, pour truc. Je n'arrêtais jamais, et du coup, bah, je sais pas, j'avais pas vraiment d'autre chose dans ma vie. Et avec le recul, je trouve ça franchement triste. Finalement, quelque part, assez égocentrique en fait, parce que ça veut dire pendant que je parle à mon. Je parle, pardon, pendant que je pense à mon travail, ma carrière, ça veut dire aussi, ben. Tout tourne autour de moi en fait. Et ça, je me rendais pas compte à l'époque de ce côté égocentriste. Au contraire, je pense que j'avais un truc de vouloir absolument prouver à mes parents que je travaillais, que je faisais des efforts, parce que j'ai arrêté, enfin j'ai terminé mes études un petit peu, comment dire, on va dire gentiment qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec ma décision. Euh, et du coup, j'ai vraiment voulu prouver, j'ai mis un point d'honneur à dire je gagnerai ma vie sans rien demander à quiconque, financièrement parlant. J'ai réussi. Euh, et, euh, et puis, bah, je vais prouver surtout que je travaille et je veux surtout pas avoir l'image d'une branleuse. Donc, bah, après, du coup, bah, ça m'a quand même un peu gâché la vie parfois, hein. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression d'être passée à côté de ma vingtaine. Ouais, c'était pas. Voilà. Et du coup, maintenant, dans ces conditions, parce que j'en suis passée par là, j'ai complètement revu ma copie et je fais en sorte de. Bah, je pense quand même que je travaille beaucoup. Ça prend pas sur beaucoup de choses. Je compte absolument pas mes heures, mais ça, je pense que c'est les freelances en général. Euh, et
ma vie privée continue quand même pas mal de tourner autour de mon boulot, et souvent quand je fais des sorties, il y a quand même un truc, pas toujours, mais quand même souvent lié au boulot. Mais j'ai plus du tout le même rapport à ça. Je, j'essaye de consacrer beaucoup plus de temps à mes proches, voilà, d'être dans un rythme de vie plus sain aussi, et, et de m'écouter un petit peu plus aussi physiquement et psychologiquement parlant. Et en fait, bah, c'est terrible à dire, mais c'est aussi que depuis que j'ai ce rythme moins, moins staccanoviste, etc., bah, j'avance mieux en fait, parce que le fait d'avoir écouté mon rythme, quand je suis fatiguée, d'arrêter de m'acharner à bosser ou quoi que ce soit, d'accepter de prendre des vacances parfois assez longues, j'en conviens, et bien en fait, quand je me remets au travail, je m'y mets vraiment et j'ai beaucoup plus d'énergie, et voilà, je suis assez efficace dans ce que je fais. Alors que je pense qu'à l'époque où je faisais que travailler, en fait, je brassais un peu de l'air, c'est-à-dire je m'asseyais derrière mon bureau et j'y restais jusqu'à pas d'heure et je disais ah c'est bon, ça y est, j'ai validé, je suis restée tant d'heures enfermée à me pourrir la vie, et c'est triste parce qu'en plus dans un boulot artistique, enfin ça se sent en fait quand vous n'aimez pas ce que vous faites ou quand vous n'y avez pas pris de plaisir ou que ça s'est fait dans la douleur. Vraiment, je sais pas à quoi ça sert, mais ça se sent. Beaucoup de gens le disent, beaucoup de lecteurs, etc. Et au contraire, quand vous avez vraiment aimé ce que vous faites, ça va se voir aussi. Donc voilà, moi personnellement, voilà, après je me dis qu'on est tous différents, on bosse pas pareil ou quoi que ce soit, mais je sais que je me suis jamais trouvée en PLS total, en bouclage d'album. Vraiment, j'entends souvent des gens qui me disent ça en disant ouais, tel auteur, oh là là, bah ouais, forcément il est en bouclage. Euh, pour être tout à fait franc, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais il y en a certains, je sais que c'est vrai. Ils ont une méthode de travail, ou alors ils travaillent sur plein de projets en même temps. Je sais que c'est vrai que ils terminent un album, c'est vraiment dans des conditions extrêmes, et je sais que leur quotidien en général, c'est boulot, boulot, boulot. Il y en a d'autres, euh, je sais aussi qu'en fait c'est une façon de se jeter des fleurs et de dire ah mais c'est dur ma vie, je travaille beaucoup. C'est aussi une justification aux yeux de leurs proches, etc. pour je sais pas trop, moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas le délire d'aller raconter des cracks, hein, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais ou de s'inventer une vie ou d'en faire des caisses ou quoi, mais bah il y a des gens ils sont comme ça, et du coup, mais c'est peut-être dans tous les milieux, hein, de se donner un genre de ouais moi je travaille dur alors que c'est pas vrai. Mais ça c'est des choses qu'il faut qu'ils règlent avec eux-mêmes, hein, ou pas. Mais donc voilà, tout ça pour dire c'est quand même un boulot de staccanoviste, mais à prendre quand même avec des pincettes. Moi, il y a des périodes, hein, c'est vrai, où d'un coup j'ai plein de boulot et c'est très compliqué, et je dois jongler entre plein de trucs, et j'ai le temps de voir personne, j'ai pas de vie sociale, et voilà. C'est vrai, ça je vais pas mentir, ça arrive, mais globalement j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir ce genre de vie justement, ou alors que ce genre de période très intense, ça soit ponctuel et limité dans le temps. Moi, il est hors de question que bah, ne serait-ce que par respect pour mon conjoint en fait, et aussi pour mes proches quand ils ont un souci ou quoi que ce soit, il est hors de question que je me mette plus qu'à travailler et que je sois plus du tout disponible, et que je prenne tous mes repas sur le pouce, que je laisse mon entourage gérer tout ce qu'il y a à faire en termes de secrétariat, de paperasse, et juste de faire tourner la baraque comme on dit, au quotidien. Pour moi c'est vraiment ben non, en fait, c'est pas entendable quoi, de faire ça, parce que je trouve que c'est pas du tout un équilibre sain, et par respect pour si vous ne vivez pas seul, complètement enfermé dans une grotte, je trouve que c'est pas respectueux en fait pour votre entourage. Et j'entends souvent quand même des trucs de à tel auteur, de quoi il vit. Ça se perd un peu cette phrase parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de la BD maintenant, mais la phrase c'était mais de quoi il vit machin? De sa femme. Donc on se retrouvait avec des gens qui devenaient auteurs de BD, qui n'arrivaient pas à en vivre, mais qui jouaient aux artistes maudits, le monde entier doit tourner autour d'eux, et du coup leurs épouses avaient un travail à plein temps, c'est elles qui ramenaient l'argent à la maison, mais du coup, bah, comme il n'a pas le temps parce qu'il est auteur et qu'il faut qu'il se consacre à son travail d'artiste, du coup elle s'occupait des gosses, elle s'occupait du truc, de tout dans la maison. Euh, ben moi, désolé, je suis consciente que ça va pas plaire à certains, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi en fait de faire ça, et que ce soit vrai que vous travaillez énormément ou pas, je trouve ça juste complètement irrespectueux. Voilà, donc c'était mon petit agacement du moment. Je parle d'expérience aussi, hein, donc c'est pour ça que je me permets de dire des choses comme ça.
Et quand parfois j'entends certains de mes collègues dire ouais là on est au bord du divorce, du coup je vais ralentir ma cadence de boulot, ben moi vraiment je suis trop fière d'eux quoi. Quand il y a ce genre de conversation et que naturellement c'est ben non, mon boulot et ma passion ne va pas passer avant ma femme et mes gosses, ben moi je trouve ça trop classe ce genre de phrase, donc bravo les gars, je trouve ça classe et élégant. Voilà, du coup, du coup. Hum, Bah écoutez, je pense qu'on arrive vraiment au bout, hein. Euh, rien à voir, on change complètement de sujet, comment donner des cours dans des établissements scolaires. Donc tout simplement, si vous voulez, si c'est bien, on arrive à la fin du dessin, donc je vais essayer de faire en sorte que ça colle. Je vais juste faire une pause pour vérifier la batterie pour pas que ça recoupe comme la dernière fois. J'ai bien fait de couper, il n'y avait plus de batterie. La webcam, la GoPro, pardon, était chaude comme le sable du Sahara. Alors du coup, j'étais en train de dire comment donner des cours d'initiation à la bande dessinée en établissement scolaire. Alors en gros, comment trouver du taf du coup. Moi, je sais pas s'il y a d'autres, il y a sans doute d'autres méthodes que je ne connais pas, hein, mais moi, je vous conseillerais de faire des candidatures spontanées auprès d'écoles ou quoi que ce soit. Si vous avez l'occasion de fréquenter des écoles, vous pouvez leur parler de votre travail, etc. Vous pouvez chercher des annonces sur Internet, vous pouvez en parler sur Internet, dire voilà, je donne des cours d'expérience. C'est un peu bizarre, mais non, je sais pas si c'est bizarre, c'est un fait, c'est comme ça. Les structures ou les personnes en général vont plus facilement se rapprocher d'associations, d'entreprises, etc., plutôt que de travailleurs indépendants. Du coup, moi j'avais constaté que ça a beau être marqué sur mes réseaux sociaux que je donne des cours de bande dessinée, je ne suis jamais contactée par là, mais vraiment jamais. Et à côté de ça, j'ai un site internet où je décris mes ateliers de bande dessinée, ce que je peux proposer, il y a les tarifs et tout. Et je pense que ça donne une vitrine un petit peu carrée. C'est moi qui l'ai créé. Une époque, je travaillais avec d'autres personnes, d'autres auteurs, parce que je pouvais pas tout gérer toute seule. Et c'était aussi comment dire, une réflexion sur la répartition du travail pour faire tourner un petit peu le boulot, pour que tout le monde s'en sorte. Euh, du coup, on était plusieurs dessinateurs à participer à ce site, mais c'est moi qui gérais tout. Enfin, à participer, non, personne ne participait au site, c'était que moi, mais d'autres auteurs étaient envoyés en atelier. Euh, mais en fait, ben voilà, on restait des auteurs indépendants, etc. Et en fait, on était beaucoup plus facilement contactés. Je pense que certains établissements s'étaient mis en tête qu'on était une entreprise ou une association, alors bah non, en fait, et on n'avait jamais induit les choses dans ce sens-là. Et on était, voilà, les gens nous faisaient plus confiance. Donc voilà, j'ai envie de dire, rapprochez-vous peut-être d'une structure. Je m'excuse, il faut que je me mouche, je reviens. Je disais donc, rapprochez-vous peut-être d'une structure de bande dessinée, de cours de dessin, peut-être proposer vos services dans une école d'art si on a près de chez vous, dans comment ça s'appelle, dans des centres sociaux, si ça peut intéresser. Alors là, a priori, vous ne serez pas payé le tarif charte parce qu'ils auront trop de mal à sortir les sous. Mais voilà. Et du coup, j'en profite et je pense que je vais terminer là-dessus après pour dire que moi j'ai eu énormément de chance. C'est que quand j'étais adolescente et un petit peu jeune adulte, je fréquentais l'association On a marché sur la bulle qui est créatrice des éditions de la Gouttière et qui organisait le festival de bande dessinée d'Amiens. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que j'ai participé à la bande dessinée Cicatrices de guerre, qui était le premier album des éditions de la Gouttière. Alors après, ils sont spécialisés en bande dessinée pour très jeune public, jeune ou très jeune public. Mais voilà, une de leurs premières publications, c'était le collectif Cicatrices de guerre. Et donc il y avait ce truc de vouloir intégrer les auteurs locaux dans leur démarche à chaque fois, donc c'est vraiment super. C'est vraiment une chance parce que euh, je me demande si c'est pas la plus grosse association de bande dessinée de France. Et c'est vraiment des gens super travailleurs et engagés dans ce qu'ils font.
c'est assez impressionnant, enfin c'est carrément impressionnant. Et, euh, et voilà, du coup, en fait, dans ce contexte-là, ils m'ont assez rapidement donné du travail pour que je puisse faire des ateliers d'initiation à la bande dessinée. Et, euh, et puis après, j'étais partie en Guyane, je suis revenue, j'ai vécu à Angers, puis à Nantes. N'importe quoi, j'ai pas du tout vécu à Nantes, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je pensais à Nantes, mais non, j'ai pas vécu là-bas. J'ai vécu à Angers, puis à Rennes. Et à Angers, j'avais beau travailler dans un atelier avec d'autres auteurs, c'était un peu compliqué de trouver du boulot parfois. Et, euh, et en termes d'atelier, ben, j'avais vraiment pas grand-chose qu'on me proposait. Et à Rennes, pareil, ça a été assez compliqué ma vie rennaise parce que la vie sur place était chère et que j'avais beaucoup de mal à gagner ma vie décemment. J'avais aucune aide sociale, donc je pense que j'ai vraiment passé plusieurs mois sans rien, rien, rien du tout, aucun revenu. Donc c'était un gros sujet d'angoisse, le comment je vais faire financièrement pour payer mon loyer le mois prochain. Ça a été la période la plus angoissante de ma vie financièrement parlant, c'était là-bas. Euh, et voilà, et puis du coup, par un concours de circonstances malencontreux et assez déplaisant, j'avais commencé plusieurs albums signés chez des éditeurs, dont un livre jeunesse, et en fait, pour des raisons compliquées, tous ces albums se sont arrêtés, et moi je comptais sur l'argent de ces albums pour payer mon loyer sur plusieurs mois, puis pour vivre tout simplement. Et donc tout s'est arrêté d'un coup, j'ai rien touché sur ce que j'avais déjà fait, et j'ai dû, dans ce contexte, rendre mon appartement en très grosse urgence, aller me réinstaller chez mes parents pendant plusieurs mois, le temps de trouver ce que je pouvais faire. Et puis après, j'ai réussi à rebondir et voilà, et la vie a fait que, il y a eu le confinement après, machin, mais du coup, donc ça a été une période compliquée, mais du coup ça va mieux. Rien à voir avec l'époque. Et tout ça pour dire que du coup j'étais revenue dans la région Picardie et on a marché sur la bulle spontanément. Sachant ça, ils m'ont recontacté et ils m'ont demandé si je voulais retravailler avec eux sur des boulots de dessin. Ils font beaucoup de choses avec la ville. Donc, il y avait par exemple une exposition pour les 800 ans de la cathédrale d'Amiens. Ils m'ont demandé est-ce que tu veux faire un dessin, c'est rémunéré. Donc en plus, c'est vraiment royal parce que dans ces cas-là, ils négocient les prix. En gros, on a juste à se pointer, faire notre dessin, leur faire valider, voir quelques trucs avec eux. Et c'est bon. Donc c'est vraiment des conditions de travail, mais je suis, ayant vécu ailleurs, du coup, je suis plus que consciente que du luxe en fait, de la sérénité que cette association apporte aux auteurs locaux. Et je trouve que c'est important de le dire parce que je pense que certaines personnes qui ont toujours connu cet asso et n'ont pas été voir ailleurs et sont habituées à travailler par l'intermédiaire de cet asso ne s'en rendent plus compte. Et moi vraiment je leur dois beaucoup, donc merci à tous. J'en profite pour vous remercier parce que voilà, j'en serais pas là aujourd'hui sans cette association très clairement. Et, euh, et voilà, et du coup c'est vraiment super. Et du coup dans ce contexte-là, je fais pas mal d'ateliers de bande dessinée qui passent directement par eux et ils me proposent d'aller à tel ou tel endroit dans des établissements pour rencontrer les enfants ou les adolescents ou parfois les adultes. Et voilà, et du coup, je tenais quand même à les remercier très sincèrement. Voilà, du coup, je vais juste terminer parce qu'on me demande souvent quelles sont mes influences. Le dessin est fini, c'est merveilleux, ça a été pile poil. Je vais rajouter un petit peu de tramage ici et puis on est pas mal, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans l'eau, mais en même temps, je vois pas trop quoi faire. Alors, juste un petit. Comment dire? Une petite note sur ce dessin. Donc, je pense, du coup, là c'était la 4e vidéo, si je ne me trompe pas. Je pense que chaque vidéo durait plus ou moins 1 heure. On va dire en gros que j'ai passé à peu près entre 3h30 et 4h30 sur ce dessin. Donc là, on est sur un format A3. J'avais fait un croquis super rapide, improvisé. Le dessin ancré est improvisé. J'ai aucune pression pour le faire parce que c'est un dessin complètement libre. C'est pas fait pour une commande, je ne dois pas le faire valider ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire, là j'ai fait ça comme j'aurais fait une dédicace, plus ou moins. C'est-à-dire, je réfléchis pas, je me laisse complètement porter par le truc. Et c'est pas du tout le vrai temps que j'aurais mis pour une commande. J'insiste vraiment là-dessus. Donc 4h, 4h30, vous pouvez déjà vous dire c'est pas mal. Sachant que c'est pas encore scanné, c'est pas encore cleané, des fois ça peut être super long et compliqué tout ça.
c'est surtout pas mis en couleur. Sachant que je vous l'ai dit, la mise en couleur, moi je vais passer facilement 3-4 fois plus de temps. Donc je vais passer une mise en couleur comme ça, je vais facilement passer entre 10 et 15 heures, vraiment facilement, peut-être plus. Et c'est un dessin improvisé. Donc voilà, tout ça pour dire, une commande, je n'aurais pas du tout passé le même temps. C'est beaucoup plus long, il y a plein d'étapes de validation. Parfois les gens d'un coup ils changent d'avis, ils disent c'est pas du tout ça que je voulais. Parfois j'ai des commanditaires, je prends l'exemple du perroquet, quelque chose est dessiné, ils me disent d'accord, alors par contre, et en dernière étape, hein, une fois que c'est bien compliqué de reprendre des choses, parce que vous voyez, c'est pas, c'est plat, hein, c'est pas des marionnettes qu'il y a dessus. Donc, dès que je change un petit élément, ça veut dire qu'il faut que je gomme et que je redessine tout ce qu'il y a derrière. Enfin, ça peut être super compliqué. Et encore, moi, je maîtrise bien Photoshop, donc je sais comment faire ça rapidement avec des gros guillemets. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le logiciel informatique, il n'a plus qu'à faire des collages dans tous les sens, très compliqués, voire de tout reprendre s'il a besoin d'avoir un original très clean. Donc voilà. Et donc parfois j'avais, par exemple, je dis n'importe quoi, un personnage de profil ou de dos, et le commanditaire me disait la même chose, mais le personnage de face ou tourné complètement de l'autre sens. Et voilà, en fait le problème c'est que on se retrouve parfois face à des gens qui, je sais pas trop. Moi je comprends pas parce qu'on a tous dessiné au moins une fois dans sa vie, au moins quand on était petit. Et on sait comment ça marche, une image en 2D a priori, donc je comprends pas très bien, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, en fait, ce genre de demande un peu... Ah non, pardon, ça a bavé, mince. Ah, j'avais réussi à pas faire de gaffe, et puis voilà, c'est dans les 10 dernières minutes, il manque plus que je renverse une bouteille d'eau ou un café là-dessus, et ce sera parfait. Donc voilà, on a affaire parfois à des commanditaires qui disent des trucs bizarres, on comprend pas, et c'est juste pour dire... voilà, une commande comme ça, la même chose, mais où on m'aurait dit il faut qu'il y ait ça, 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 il faut qu'il y ait tel élément et on va valider chaque étape, j'aurais passé 8 fois plus de temps sans exagération. Voilà, parce que une fois de plus, on ne se rend pas compte du temps. Et moi, si je dessine vite comme ça, c'est parce que j'ai l'habitude. Je dessine tout le temps depuis que je suis petite, c'est beaucoup d'entraînement. Je dessine professionnellement depuis longtemps, donc j'ai aussi des réflexes de dessin où je sais que ça ou ça va donner ça, et que par contre tel truc il faut mieux éviter. Enfin voilà, une fois de plus, ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Je dois avoir l'air tellement donneuse de leçons moi sur mes vidéos, j'espère que c'est pas trop pénible, désolée. Oui, donc la dernière question que je voulais aborder c'était mes influences parce qu'on me le demande beaucoup. En fait j'en ai tellement que j'oublie à chaque fois, donc je pense que je vais dire des trucs et 5 minutes après avoir coupé la vidéo je vais dire ah non j'ai oublié ça et ça et ça. J'ai noté quelques noms là avant de commencer. Donc Guarnido, je pense que c'est mon auteur préféré du monde, etc. Qui a fait Black Sad et Les Indes Fourbes, entre autres. Voilà, moi Black Sad, je trouve ça complètement ouf. C'est un aquarelliste incroyable. C'est beau, il est talentueux, il a travaillé dans l'animation, donc on voit qu'il maîtrise plein de trucs super compliqués, etc. Euh, voilà, Juanjo Guarnido, je le trouve vraiment incroyable. Euh, J'avais eu la chance de le rencontrer sur un festival, un petit festival à Péronne en 2013. Il y avait une tempête de neige, donc on était, je sais pas combien d'auteurs, mais on n'était vraiment pas nombreux. Il n'y avait pas de public, du coup, comme il y avait une tempête de neige. Donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer à cette époque-là. Et c'était un chouette souvenir. Et puis après, je l'avais revu dans un autre contexte, la même année, je crois, quelques mois après. Et voilà. Donc je ne l'ai pas revu depuis 10 ans, mais c'est quelqu'un que j'avais trouvé vraiment très accessible, très humble et voilà, juste super talentueux. Donc voilà, Juanro, je te l'ai déjà dit à l'époque, mais sans doute que tu ne te rappelles pas de moi, mais je trouve ton travail incroyable et je te trouve incroyable et voilà. C'est la déclaration comment dire, de fan. Oh mon dieu, j'adore ce que vous faites. Après, il y a Michel Plessis qui faisait Le vent dans les saules et Julien Boisvert. J'avais découvert Le vent dans les saules quand j'étais petite et je trouve ça très beau. Les personnages sont beaux, pareil, c'est de l'aquarelle. Et voilà, et en fait, il y avait un petit truc étrange avec Michel Plessis, c'est que ça faisait partie de mon top 5 de mes auteurs préférés. Et j'ai pas arrêté de le croiser sur des festivals depuis que j'ai 16 ans. Et à chaque fois, je le voyais de loin. Et à chaque fois, il y avait toujours une personne pour me pousser à aller lui dire bonjour. Et j'osais pas.
Mais je le croisais vraiment régulièrement. Et en fait, je me suis décidée une fois, je repartais d'un festival, et là je me rends compte en montant dans le train qu'il est dans le même train que moi. Et toute fébrile, je me décide à m'approcher et à dire oh bonjour, j'adore ce que vous faites. Et il m'avait répondu merci, bon, on fait ce qu'on peut. Et j'avais trouvé ça classe comme phrase. Et en fait, bah, il est décédé quelques mois après ça. Et j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, ça a été très très particulier parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir comment dire, d'avoir raté un truc en fait pendant des années de m'être dit je finirai bien par le rencontrer, j'attends que ce soit le bon moment, etc. Et machin. Et puis bah voilà, la vie a fait que ça s'est pas passé comme ça. Ensuite, Craig Thompson, auteur de bande dessinée indépendante américaine, je sais pas si on peut dire ça comme ça, donc notamment de Blankets et Habibi, qui travaille beaucoup en noir et blanc. Je pense qu'il travaille au feutre pinceau, je le trouve trop fort. J'aime beaucoup son trait, voilà, j'aime bien comment il dessine. J'aime bien ses histoires, un peu torturées sur les bords, mais je trouve qu'il écrit bien. Je l'avais croisé sur un festival, c'est Nathalie Nourica qui me l'avait présenté. Merci Nathalie, c'était un moment. Je pense que je suis devenue très rouge, je me suis mise à trembler, je dis oh mon dieu, bonjour. Et ça s'est arrêté là. C'est toujours, on en est tous là quand on rencontre quelqu'un qu'on admire. Faut le dire quand même, enfin moi je pense qu'il faut le dire, c'est cool, mais c'est vrai que souvent c'est pas transcendant, hein. On va pas avoir le discours le plus fluide et convaincant pardon, de notre vie. Ensuite, mais je suis ravie, pour ça je suis vraiment vernie parce qu'en fait je crois que j'ai rencontré à peu près tous les gens que j'admirais vraiment, euh, à part des gens qui étaient déjà morts avant ma naissance ou des trucs comme ça, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance pour ça. Ben voilà, j'ai fait un peu ma bucket list et j'ai rencontré mes idoles. Donc ensuite, bah, Cyril Pedrosa qui a fait entre autres Portugal, Trois Ombres, voilà, il dessine super bien. Lui aussi, il a travaillé dans l'animation. Voilà, c'est beau, c'est intelligent, c'est plein de vie, plein de dynamisme. Voilà, c'est quelqu'un dont le trait m'inspire beaucoup. Ça se voit pas forcément, mais moi je trouve qu'il est trop fort. Munuera qui fait la série Les Campbell sur des pirates, c'est vraiment le genre de dessin que j'aime beaucoup. J'avais appris qu'il avait travaillé sur la route d'Eldorado, je crois, pour designer ou animer le personnage de... Ah, j'allais dire Miguel, mais non, c'est pas lui, c'est l'autre. Tulio. Et ça se voit en fait quand on lit ses albums, certains personnages ressemblent à Tulio, et moi, la route d'Eldorado, c'est mon dessin animé préféré ever. Surtout pour graphiquement, je le trouve magnifique. Donc voilà, voilà, je le trouve trop fort. Joseph Holmes que j'ai découvert avec, je crois que ça s'appelle L'Angélus. Ça parle un petit peu d'un tableau de Millet, après ça part dans une histoire personnelle qui m'avait beaucoup touchée à l'époque. Et je me rappelle avoir vu le dessin, m'être dit purée, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Je ne suis pas capable de le faire, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Enfin, c'est ce genre de trait auquel je veux arriver. Et ça avait été une grosse claque et je l'ai redécouvert quelques temps après avec Millennium. Donc il a fait les 2 premiers tomes de l'adaptation en bande dessinée. Et enfin voilà, encore à l'heure actuelle, c'est un de mes auteurs préférés. J'adore son trait, j'adore sa façon de mettre en couleur. On dirait de l'aquarelle. Je crois qu'il fait quasiment tout à l'informatique. Et on voit qu'il maîtrise l'aquarelle. Et enfin voilà, je le trouve incroyable graphiquement. Je le trouve tellement fort et ses couleurs sont tellement belles. C'est vraiment, en fait, il fait tout ce que j'aimerais réussir à faire. C'en est perturbant presque. Ensuite, un peu, comment dire, j'allais dire dans le même genre, mais je sais pas si ça va être très clair quand je dis ça. William Mori qui fait la série Les Sisters. Je l'avais découvert en me rendant sur un festival à Changé, en Mayenne. Il faisait l'affiche, donc je connaissais pas les Sisters à l'époque, et du coup j'avais découvert comme ça. J'étais allée voir son blog, et en fait c'était très bizarre, c'est qu'à l'époque je dessinais des filles inspirées, comment dire, des espèces de chimères champignons, avec des gros chapeaux en forme de champignons, et je vais voir le travail de William, et en fait il faisait aussi des personnages, pardon, c'est mon réveil qui sonne, il faisait aussi des personnages avec des filles à tête de champignons, sauf que c'était encore beaucoup mieux fait que ce que je faisais. Je me disais, mais c'est trop bizarre, il y a plein de trucs dans ce qu'il fait qui ressemblent à mon trait,
ou du moins ce vers quoi j'aimerais tendre, mais en vachement mieux fait. Et voilà, et du coup c'était un peu... c'est très décontenançant ça. Ça avait fait pareil quand j'avais découvert le travail de Loish, je crois que c'est Loish Van Barrel. C'est un peu la star de DeviantArt, elle fait pas de bande dessinée, moi pas à ma connaissance, mais elle fait beaucoup d'illustrations digitales, etc. Et du coup, dans les années à peu près 2008, elle avait un trait que j'adorais et c'était vraiment pareil. Elle fait comme moi, mais en beaucoup mieux, avec 15 levels de plus. Et du coup, ça m'avait aussi beaucoup marqué. C'était à l'époque. Maintenant, bon, voilà, je suis plus très fan de ce qu'elle fait, mais c'est pas. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ensuite, Sean Murphy, mais on est toujours un peu dans les mêmes trucs. Hein. C'est qu'en fait, je me dis pas, ah, il dessine comme moi, mais en mieux, du coup, c'est trop bien. C'est juste que, en fait, c'est tellement ce vers quoi j'aimerais tendre que, voilà, Sean Murphy, quoi, Punk Rock Jesus, Tokyo Ghost, enfin, moi, je le trouve incroyable. Il est trop fort. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Saint-Malo, ça avait été une histoire épique parce que le libraire qui s'occupait de sa gestion de dédicaces voulait pas qu'on l'approche si on n'avait pas. Gagner un tirage au sort. Et moi je disais, mais non, mais je veux juste lui parler 3 minutes, j'adore son travail. Non. Et j'avais quand même réussi à me faufiler. Et voilà, c'était un souvenir incroyable parce que à ce moment-là, ça devait être vers 2017, c'était mon auteur préféré ever dans le monde et je savais pas qu'il serait au festival. Et voilà, c'était merveilleux comme moment. Merci Sean Murphy. En plus, il m'avait demandé ce que je faisais et tout. Ah, vous êtes dessinatrice aussi. Du coup, je lui ai montré un peu et c'était trop bien. Ensuite, Joelle Jones, qui est une dessinatrice aussi américaine. Elle a fait des comics par la suite. Moi, je l'ai découvert avec 12 raisons de l'aimer. Le titre en anglais, ça doit être 12 Reasons Why I Love Her. Je précise parce que du coup, ça fait pas le même titre. 12 raisons de l'aimer, ça peut être c'est une histoire d'un couple, ça peut être le garçon qui aime la fille ou l'inverse. Et là, en fait, c'est vraiment l'homme qui parle et c'est elle qui l'aime. Et son trait m'avait beaucoup inspiré à l'époque. Je recopiais ce qu'elle faisait, je recopiais les images de 12 raisons de l'aimer, etc. J'essayais de dessiner comme elle. Après, j'avais suivi son évolution, son trait s'était vachement affiné. Elle avait travaillé avec Nicolas Itoridé, qui est un auteur que je connaissais très bien, un auteur français. Et c'était un peu fou, parce que moi je connaissais déjà son travail, et quand il m'a dit je vais travailler avec Joelle Jones, c'était pardon. Quoi? Donc c'était trop bien. Ensuite, en manga, moi je lis pas beaucoup de mangas malheureusement. Voilà, j'ai absolument rien contre les mangas, mais c'est vrai qu'il se trouve que j'en lis pas beaucoup. En fait, surtout, je pense, si j'en ai lu, mais j'oublie les titres. J'avais lu un western en manga, Green Blood ou un truc comme ça, qui était vachement bien. Mais ça m'a pas assez transcendé pour que je puisse dire que c'est une de mes influences. Donc en manga, Hiromu Arakawa, qui fait Full Metal Alchemist. Ça, le dessin, l'histoire, tout m'avait pareil hyper inspiré. Je recopiais les dessins. Ça, c'est plus quand j'étais adolescente. Hein. J'étais au lycée. Je recopiais les dessins, j'imitais sa mise en couleur. Ces scénarios m'inspiraient vachement. Enfin, j'étais vraiment à fond, quoi. Et après, j'ai lu, je crois que ça s'appelle Silver Spoon d'elle. C'est une bande dessinée, enfin un manga sur des élèves qui sont en école d'agriculture, rien à voir avec Full Metal Alchemist. C'est un truc réaliste du coup, etc. Et moi j'ai bien aimé, je crois que ça a pas trop marché, mais moi je continue de bien aimer son dessin, j'aime bien sa façon d'amener les choses, de faire des personnages avec des têtes super marrantes d'un coup, et tout en ayant un discours très réaliste ou très sombre, je trouve qu'elle est trop forte. Elle, je l'ai pas rencontrée par contre, et ça j'aurais aimé, j'ai pas non plus rencontré Joelle Jones. Mais ouais, Hiromu Arakawa, si un jour je peux le rencontrer, je serais vernie totalement. En plus, je sais dire Full Metal Alchemist en anglais, et ça c'est pas... en japonais, et ça c'est pas rien. Agane no Rankin Jutsuki. Je sais mal le dire. Ensuite, Watao Yoshitsumi, qui a fait Marmalade Boy et Mint Nabokura. C'est plus des mangas pour enfants ou pour jeunes adolescents, mais c'est trop mignon, c'est marrant, c'est des petites histoires d'amour hein, souvent, mais c'est pas tant la romance que j'aime, c'est son humour. Ça part toujours, enfin surtout dans Mint Nabokura, ça part dans des trucs super décalés. Des fois, les personnages font des têtes pas possibles. Enfin, vraiment, je le relis avec plaisir ce manga. C'est que en 6 tomes, je crois. À chaque fois, je me marre. Et voilà, rien que d'en parler, je me marre toute seule. J'adore ce manga et j'adore sa façon de dessiner, trop choupi et tout, surtout quand elle fait les personnages en chibi. Et c'est trop bien. Ensuite,
TM, Thierry Monnier, donc, qui était mon collègue à l'atelier Kawa. J'ai commencé à lire les Malika Secousse dans Cho quand j'étais assez jeune. Et ça m'a tellement inspiré, cette façon de dessiner les visages avec des sourcils hyper froncés, les yeux fermés. Je trouve ça super drôle. En les relisant à l'heure actuelle, je me dis, ah, je sais pas si ça passera encore. Ça allait quand même loin, hein, dans l'humour trash. Mais enfin voilà, moi j'adore Malika Secousse, je trouve ça trop drôle. J'aime beaucoup la façon de dessiner de TM. Et du coup, quand j'ai appris que j'allais rejoindre un atelier où il bossait, je rêvais de le rencontrer depuis des années. Thierry, maintenant, si tu regardes cette vidéo, tu le sais, mais je pense que je te l'avais déjà dit, mais c'était oh, c'est lui. et, euh, et voilà, et en plus, c'est quelqu'un de génial, donc ça. Voilà, c'est ça en plus de prix, quoi. Enfin voilà, il y a des gens, ils sont talentueux, en plus, ils sont cool, donc c'est trop bien. Voilà, donc TM. Qui fait Malika Secousse. Entre autres, il a fait plein d'autres trucs. Dernièrement, j'ai lu de lui Piments Oiseaux sur les enfants de la Réunion qu'on envoyait dans la Creuse. Je crois que c'était dans les années 60 essentiellement, si je me trompe pas. C'est super bien écrit. Je suis pas sûre que ce soit lui qui ait fait le scénario, désolé, je sais plus, j'ai pas vérifié. Super bien écrit, les dessins sont super. Et il a une façon d'amener la couleur avec une sorte d'effet un peu lavis coloré selon les chapitres et selon les thèmes qui marche super bien. Donc, voilà, il est super fort. Ensuite, dans un autre genre, Glenn Keane, c'est l'animateur en chef de Disney depuis des années. Donc c'est lui qui a designé et animé en grande partie La Petite Sirène, Tarzan, Aladdin, je pense. Enfin, c'est vraiment cet animateur de ces années-là qui a fait aussi Réponse, au moins le design, je pense. Et voilà, moi j'adore comment il dessine, j'adore comment il anime, etc. Et il a aussi un discours très intéressant sur comment est-ce qu'il se projette en disant, pour moi je fais comme du théâtre, quand je dois dessiner La Petite Sirène, je me dis que je suis une adolescente de 16 ans qui vit sous l'eau. Quand je dois dessiner un bébé, je pense pas juste, bon, un bébé, qu'est-ce qu'il aurait fait là, je deviens un bébé. Donc voilà, il fait des masterclass en anglais, je pense pas qu'il y en ait traduite, mais super intéressante. Ensuite, Anne-Cécile Boutard, dont j'ai découvert le travail grâce aux éditions Plume Verte, qui fait notamment Cœur de Picolette, qui a un trait. Ça peut ressembler un petit peu à un mélange entre Rebecca d'Outre-mer et Benjamin Lacombe. Et elle a des couleurs magnifiques, je crois qu'elle fait tout en traditionnel, je crois, donc pas à l'ordinateur ni rien. Et je lui ai déjà dit aussi, hein, puisque je l'ai rencontrée avant de connaître son travail, et Anne-Cécile, je trouve qu'elle est trop forte, quoi. Anne-Cécile Boutard, à mon sens, c'est incroyable qu'elle soit pas plus connue que ça. Mais voilà, Cœur de Picolette, il n'est pas disponible en France métropolitaine, mais si vous avez l'occasion d'aller regarder les images qu'il y a dedans, c'est vraiment magnifique. Moi, ça m'inspire pas en tant que dessinatrice, dans le sens où nos dessins sont tellement éloignés que je vois pas trop comment m'en inspirer. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc que j'adore tellement, quoi. Et enfin, j'avais noté Alicia Jaraba, que j'ai découvert relativement récemment avec Celle qui parle, publiée aux éditions Grand Angle. Euh, Franchement, j'admire cette personne. Ses dessins, je les aime beaucoup. Pareil, après, je vois pas trop quoi en tirer, entre guillemets, parce que je pense que j'ai pas du tout la même façon de travailler qu'elle ou de dessiner, mais je les ai trouvés super chouettes. J'ai trouvé que sa palette de couleurs, surtout, était incroyable. Alors ça, par contre, c'est vraiment... ouais, j'ai trouvé ça super, super beau. Et puis, c'est surtout, l'album, il est énorme. Elle a tout fait toute seule, alors qu'en plus, c'est un truc historique super documenté. Et moi, j'admire beaucoup, en fait, ça, parce que je pense que je me suis beaucoup coincée au niveau du scénario en me persuadant que j'arriverais pas à en faire. Faut dire aussi que certaines personnes m'ont bien mis dans le crâne que je n'y arriverais pas sans même lire ce que je pouvais écrire. Mais vous savez, ces gens qui, par principe, vous appuient sur la tête pour être désagréable ou pour vous couler, vous savez pas trop pourquoi. Donc il y a des personnes qui m'ont dit, tu n'es pas capable d'écrire un scénario, reste dessinatrice, c'est très bien comme ça, tu n'es pas scénariste. Alors qu'en fait, moi, à la base, j'écris enfin, j'invente des histoires avant de dessiner, et c'était mon but avant de devenir dessinatrice. Donc bon, c'est toujours un peu violent. Et je me suis beaucoup restreint par rapport à l'écriture de scénario. Et Alicia Jaraba, je pense vraiment que ça a révélé un truc de... Mais la meuf, elle a tout pour elle. Ok, euh, elle dessine super bien. Elle sait vachement bien faire du storyboard, les dialogues sont irréprochables, elle a fait le scénario toute seule, le bouquin est monstrueusement gros. Bon bah voilà, et en plus elle a signé chez Grand Angle, ce qui n'enlève rien. Je place ça là. Donc je pense que je l'ai vu un petit peu comme un modèle où d'un coup c'est waouh, mais purée, tout ça c'est possible. Bon bah ok, let's go.
Enfin, let's go, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était vraiment ah ouais. Je pense qu'il y a peut-être une petite identification féminine. J'aime pas trop dire ça parce que d'habitude, j'aime pas réfléchir par rapport au genre des gens ou de mon propre genre. Peut-être que là, ça a quand même un petit peu joué, je sais pas trop. Euh, voilà, après, je sais qu'il y a plein d'autres gens, mais j'ai oublié. Là, sous les yeux, de loin, je vois sur le côté de ma bibliothèque, j'ai Chien bleu de Nadia, je sais pas comment on dit. C'était un livre pour enfants qui a été publié, je pense, fin des années 80 ou début des années 90, Chien bleu. Et en fait, c'était mon premier livre, et je l'avais en version, c'était des gros bouquins à l'époque souples, et je l'ai racheté il y a quelques années en tout petit format de poche cartonné, et j'adore ce bouquin. Je le regarde régulièrement, je le trouve beau, les couleurs sont parfois étonnantes, les dessins aussi. Et voilà, là c'est dans un tout autre genre, mais c'est un peu ma Madeleine de Proust. Chien bleu, voilà, j'adore ce bouquin. Et puis là, je vois aussi dans un coin de Adam, des gorilles et des hommes. Là, c'est un recueil de croquis, c'est un carnet de voyage sur les gorilles. Pareil, ça fait partie de mon top 5 de mes artbooks préférés. Et j'adore les artbooks. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai quand même pas mal fait le tour, etc. Je vais mettre la date du dessin, donc du début. Donc j'avais commencé le 29 juillet 2023. Je termine le 2 août 2023. Je pense pas que j'aurai le courage de le mettre en couleur. Ne nous mentons pas. Je vous remercie beaucoup pour d'avoir suivi les vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles peuvent aider certaines personnes. C'est dingue, je suis limite émue comme si j'arrivais à la fin d'un cycle ou quoi que ce soit, alors que je dois toujours faire ma vidéo sur l'aquarelle dont je parle depuis le début et que je ne fais pas. Hein, c'est quand même incroyable. Mais ouais, là j'ai l'impression d'être arrivée à la fin d'un cycle et d'avoir fait le tour de quelque chose et ouais, ça m'émeut un peu. J'espère que ça vous a plu, j'espère sincèrement que tout ça aura pu aider certains d'entre vous, vous donner envie, ou au contraire, bah, c'est triste à dire, mais si c'est vraiment pas votre voie et que vous vous dites oh purée c'est beaucoup trop dur, bah vous évitez de plonger dans un truc qui n'est pas fait pour vous. Mais franchement j'espère surtout que ça vous aura donné envie de dessiner, envie d'aller rencontrer des auteurs, de lire, d'aller sur des festivals, de faire vos propres créations, de vous lancer, etc. Sincèrement, je sais que parfois j'ai une façon un petit peu négative d'amener les choses, mais c'est pas du tout du pessimisme, c'est juste que j'essaye d'être franche en fait et transparente et de dire les choses. Je suis pas une pessimiste dans l'âme moi. Mais voilà, du coup, sincèrement, puis à la base j'ai quand même fait tout ça pour mes élèves que j'ai eu en atelier, que je rencontre à l'heure actuelle, avec qui je suis encore en contact et ceux à venir. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment, sincèrement que ça pourra vous aider, vous faire plaisir, vous donner des idées. Et une fois de plus, si vous avez des questions sur les métiers de la bande dessinée, sur des dessins à vous que vous voulez montrer, vous voulez avoir un avis, ou vous voulez que je vous aide à les améliorer, ou sur des choses que vous voulez apprendre à dessiner, où je peux vous répondre en vidéo, n'hésitez pas. Je me répète un petit peu là, je suis censée être en vacances en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire toutes ces vidéos. Du coup, j'y passe mes journées, hein. C'est les vacances les plus fatigantes de ma vie et les plus prolifiques aussi. Mais donc, j'aurai pas toujours le temps d'être aussi disponible, etc. Mais n'hésitez pas quand même à me contacter. Enfin, ça me fera vraiment super plaisir. Et moi, c'est pour ça aussi que je préfère avoir cet échange-là lors des ateliers plutôt que de faire des festivals où on rencontre les gens comme en speed dating en 3 minutes. Moi, je préfère prendre le temps de rencontrer mes élèves et de les aider, d'être là parce que j'en suis passée par là aussi. Je sais ce que c'est que d'apprendre et de galérer et de rencontrer des gens qui sont déjà professionnels et d'être un peu intimidée à ce contact. Et voilà, je me dis, c'est aussi, c'est aussi ça, c'est important de passer son savoir, d'être dans ce truc. Et moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite sincèrement tout le meilleur. Et de beaux dessins, une belle vie, un bel été, tout ce que vous voulez. Et voilà, faites des trucs qui vous font plaisir. Et, euh, et voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Sur ces bonnes paroles, un petit peu, peut-être un peu nunuche sur les bords, mais pourtant qui étaient très sincères, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Et j'arrêterai jamais. Il y a toujours un truc qui me chafouine. Voilà, on s'arrête là, c'est moins nunuche. Allez, très bonne journée, bon dessin, à bientôt.